Bonjour chers spectateurs. La marque de moto Harley-Davidson est célèbre pour sa longue histoire et ses traditions bien établies en matière de conception de machines. Et si vous demandez à une personne ordinaire quel moteur équipe par les Harley, elle répondra à coup sûr des V-Twins, et elle aura tout à fait raison. Pendant de longues décennies, c'était la seule configuration de moteur utilisée sur les Harley. Cependant, dans l'histoire de cette marque américaine emblématique de moto, il y a eu un modèle expérimental qui était équipé d'un V4, et en option même d'un V6. Elle aurait pu faire ses débuts avant la Honda Magna et la Yamaha Max. Harley-Davidson Nova, c'est ainsi que s'appelait le projet de moto révolutionnaire qui était conçu pour bouleverser le monde de la moto. Mais pour plusieurs raisons, cela ne s'est pas produit. Découvrons ce projet de plus près. Vous êtes sur la chaîne Cross Moto. Bonne vidéo. Pour une entreprise qui fabrique des motos depuis déjà 120 ans, Harley-Davidson n'a pas souvent bouleversé le monde de la moto. Le même V-Rod, bien qu'il ait été une rupture radicale avec les principes orthodoxes de l'entreprise, ne représentait qu'une avancée technologique mineure. Mais au début des années 80, la marque américaine de moto a eu la chance de bouleverser le monde de la moto avec un nouveau modèle appelé Nova. Et pour comprendre ce qui a motivé le lancement de ce projet, nous devons nous plonger un peu dans l'histoire de l'entreprise, pendant la période des années 50 et 60. En 1953, la société Indian a fait faillite, et Harley-Davidson est resté le seul fabricant de motos aux États-Unis. Et la principale concurrence venait des motos des fabricants britanniques, qui étaient activement importés en Amérique. Une situation intéressante s'est produite. Harley est restée la seule marque de moto nationale pour les Américains. Elle se vendait plutôt bien, mais le perfectionnement technologique s'est complètement arrêté. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les Harley étaient déjà très archaïques par rapport aux motos étrangères modernes. Et en plus, les marques japonaises arrivent sur le marché américain. Honda, Yamaha, Kawasaki. Le rythme de développement de leur technologie était époustouflant. Elles coûtaient moins cher, étaient plus fiables et plus puissantes. Au début des années 60, leur gamme était surtout composée de petites cylindrées, loin d'égaler Harley. Mais à la fin de la décennie, la cylindrée de leurs produits avait fortement augmenté, faisant d'eux des concurrents redoutables pour la marque américaine. La direction de Harley-Davidson n'était pas prête à un changement de situation aussi rapide. Des temps difficiles ont commencé pour l'entreprise et les ventes chutaient dans l'abîme. Et c'est dans ce contexte difficile qu'en 1969, la société Harley-Davidson est rachetée par AMF, American Machine and Foundry. L'une des plus grandes entreprises américaines spécialisées dans la fabrication d'équipements de loisirs et de divertissement, ainsi qu'une société très active dans le secteur de la défense. AMF, dans les années 50, était surtout connue pour la fabrication de boules de bowling. En réalité, en 1961, il s'agissait d'un grand groupe comprenant 42 entreprises et 19 centres de recherche dans 17 pays à travers le monde. AMF produisait une très large gamme de produits, allant des vélos et des raquettes de tennis jusqu'aux réacteurs nucléaires. Et en 1969, Harley-Davidson devient une partie de tout cela. On pense que si AMF ne les avait pas achetés, il est fort probable que la marque aurait cessé d'exister dans les années 70. Les objectifs d'AMF étaient parfaitement clairs. Sous leur direction, Harley devait devenir une division rentable et efficace, produisant plus de motos qu'auparavant. Au départ, AMF n'a pas traité la question globalement, privilégiant la quantité à la qualité. Au début des années 70, la production avait doublé, mais de nombreuses motos présentaient des défauts en sortie de chaîne, avec des écrous et des boulons mal serrés, des fuites d'huile, des problèmes électriques et ainsi de suite. Et assez rapidement, les consommateurs ont commencé à considérer que les AMF Harley étaient des motos défectueuses. Cependant, malgré les défauts, les années sous AMF n'ont pas été entièrement mauvaises. Harley-Davidson a présenté plusieurs nouveaux modèles dans le but de moderniser son entreprise et d'attirer de nouveaux clients. XR 750 années 70, une moto de course qui a dominé les courses sur piste en terre battue et qui a acquis un statut légendaire. Superglide 71, le premier custom d'usine avec une suspension avant de Sportster et un cadre ainsi qu'un moteur issu du modèle FL. Les séries FXU et FXR, les premières tentatives de créer une Harley plus sportive et moderne qui ont ouvert la voie aux gammes Dyna et Softail. Cependant, le projet le plus intéressant et ambitieux visant à créer une Harley-Davidson compétitive a débuté en 1976. La nouvelle moto devait intégrer les solutions les plus avancées de son époque.
Cela concernait avant tout le moteur, refroidissement liquide, arbre à came en tête et, idéalement, 4 soupapes par cylindre. Il était prévu que le nouveau moteur, dans sa version haut de gamme, développe environ 130 à 135 chevaux. Ce chiffre dépassait plus de 2 fois les performances des Harley de série des années 70 qui pouvaient se vanter au mieux de 50 à 55 chevaux, en raison de solutions techniques obsolètes et d'une configuration longue course du groupe cylindre-piston. En 1976, une série de réunions de la direction d'AMF a eu lieu, les dirigeants comprenant que les produits Harley-Davidson étaient dépassés et incapables de rivaliser avec l'industrie motocycliste japonaise en plein essor. Par exemple, la Kawasaki Z1 de 1972 avec son 4 cylindres en ligne de 900 cm3 développant 82 chevaux et une vitesse maximale de 210 km/h surpassait de loin n'importe quel Harley. La refonte du moteur Shovelhead de 1200 cm3 ne pouvait pas assurer la croissance à long terme de l'entreprise. Plusieurs options ont été proposées pour sortir de cette situation difficile. D'abord, il y avait l'idée de créer un nouveau V-twin pour les amateurs de modèles classiques. Le résultat de ce travail sera par la suite le moteur Evolution. Ensuite, les préférences des motards et l'expérience des marques étrangères ont été prises en compte, proposant des concepts plus avancés pour les consommateurs recherchant une machine plus dynamique et moderne. L'objectif du projet Nova était ambitieux, occuper les segments les plus populaires de la moto dans une large gamme de cylindrées. Cependant, Harley-Davidson ne disposait tout simplement pas d'assez d'ingénieurs et de concepteurs pour un travail d'une telle envergure. Beaucoup étaient un passionné de moto, mais n'avaient pas tous une formation spécialisée et ils étaient trop peu nombreux. Les efforts de l'équipe de Harley-Davidson étaient déconcentrés sur le moteur Evolution, décliné en 2 cylindrées différentes. Il s'est avéré impossible de charger le bureau d'études avec un projet encore plus ambitieux. Il a été décidé de déléguer les travaux de conception. Harley a fait une demande à 3 entreprises pour finalement en retenir 2, l'anglaise Ricardo et l'allemande Porsche. Le contrat a été signé avec elle en 1979. Porsche a travaillé sur la conception du moteur et de la transmission Nova. Tout le développement et les tests du châssis ont été réalisés à Milwaukee. Le V-Road n'est donc pas la première Harley conçue par les Allemands. Le projet Nova utilisait un principe de conception modulaire très intéressant. La base était un cylindre disponible en 2 variantes de cylindrée, 200 et 250 cm3. 3 types de carters et de vilebrequin ont été conçus pour ce cylindre, tous unis par un angle d'ouverture des cylindres de 60 degrés. À partir de ce système modulaire, dont les pièces étaient hautement unifiées, il était possible de créer un V-twin de 400 et 500 cm3, un V4 de 800 et 1000 cm3 et un V6 de 1,2 et 1,5 litres. Avec un diamètre de cylindre de 66 et 74 mm, leur course était de 58 mamets dans les 2 cas. Les moteurs étaient à course courte et pouvaient monter jusqu'à 10 000 tours par minute. En ce qui concerne la distribution, ils ont opté pour un schéma à 2 soupapes avec un arbre à cames en tête. Cependant, la conception des culasses permettait une adaptation à un schéma à 4 soupapes. Et donc le V6 haut de gamme d'1,5 litre avec l'utilisation de culasses à 4 soupapes devait disposer d'un potentiel de 135 chevaux de puissance maximale. Avec une gamme aussi large de cylindrées de moteurs, Harley-Davidson pouvait combler les lacunes du marché des motos aux États-Unis et assurer la présence de Harley sur la scène internationale. Différentes options de design étaient étudiées et les préférences des consommateurs analysées. Par exemple, le choix de la transmission finale était crucial, chaîne, cardan ou courroie. Il a aussi été proposé d'orienter le V-twin dans le sens du cadre pour faciliter l'intégration du cardan. Cependant, il a été décidé d'utiliser la courroie, qui avait déjà subi des tests approfondis et avait été utilisée sur le modèle FLT de 1979. À l'origine, le design de la Nova devait être très moderne. Il s'inspirait des meilleures motos étrangères. Mais William Godfrey Davidson, le petit-fils de William Herbert Davidson, l'un des fondateurs de l'entreprise, y a apporté sa contribution. Il préférait une moto au style classique et voyait le radiateur avant comme un sacrilège. La persévérance de Davidson a permis au radiateur, dissimulé sous la selle, de devenir une caractéristique brevetée du modèle Nova. 2 prises d'air étaient placées de chaque côté du faux réservoir. Le véritable réservoir de carburant se trouvait dans les 2 flancs élargis sous le pilote. Cette disposition permettait d'abaisser le centre de gravité de la moto, ce qui améliorait la maniabilité et la stabilité.
Les modèles les plus prometteurs semblaient être les versions avec un moteur V4 et des cylindrées de 800 et 1000 cm3. En 1981, le lancement en série d'un nouveau modèle était prévu. À ce moment-là, à Milwaukee, environ 30 moteurs et 12 motos prêtes avaient déjà été assemblés. Les moteurs totalisaient en chacun plus de 2000 heures et les motos avaient chacune parcouru 100 000 miles. Les machines ont passé les tests sans aucun dommage structurel sérieux au châssis ou au moteur, et certains prototypes répondaient même aux strictes normes d'émission californiennes. 15 millions de dollars américains ont été investis dans le développement de la nouvelle gamme de motos. En dollars actuels, cela représente environ 50 millions. 1 million supplémentaire a été investi dans les moules de fonderie pour le nouveau moteur. Pour lancer la production en série, il fallait encore investir dans des équipements, installer la chaîne de montage et débuter la fabrication du modèle Nova. Mais cela n'a pas eu lieu. En 1980, il y a eu des changements dans la direction de l'AMF. L'ancien président Rodney Gott, qui a pris sa retraite, était un passionné de motocyclettes et soutenait Harley-Davidson. Mais son successeur, Tom York, voulait développer d'autres divisions de l'AMF, voyant Harley comme une vache à lait. Le projet Nova a été abandonné, car il était coûteux et risqué. Le changement de direction de l'AMF a poussé Vaughn Bills, le responsable du développement chez Harley, ainsi que 12 autres investisseurs dont William Davidson a racheté la marque. Cela s'est produit en 1981. À ce moment, Harley-Davidson est redevenue une entreprise privée. Accablée de dettes, elle avait deux options: continuer le développement du moteur Evolution ou miser sur le projet Nova à long terme. La direction a préféré le classique V-Twin. Cependant, Bills a encore essayé pendant plusieurs années, jusqu'en 1984 inclus, de trouver des investisseurs pour le projet de 4 cylindres. Avec ses collaborateurs, il a sillonné les États-Unis et l'Europe pour faire des présentations, mais la nouveauté n'a intéressé personne. La même année, en 1981, alors que le lancement en série de la Nova était prévu, de l'autre côté du Pacifique, la société Honda a réuni des journalistes pour leur présenter 2 prototypes de pré-série, le V4 Power Cruiser F45 Magna et le Naked Sabre. 1 an plus tard, ces modèles ont été produits en série et lancés sur le marché. La société Harley-Davidson avait toutes les chances de devenir un pionnier parmi les marques produisant de puissantes motos avec un moteur V4 à 4 cylindres. Et aujourd'hui, elle aurait très bien pu figurer au panthéon des motos légendaires qui ont changé l'industrie de la moto, comme le VMAX, la Magna ou la Vifer. Cependant, en raison de la situation qui s'est présentée, cela ne s'est pas produit. La question est intéressante. Si le projet avait réussi, quel aurait été le destin de la marque ? Que se serait-il passé si, au lieu de développer le moteur Evolution, on avait misé sur de nouveaux moteurs V2, V4, V6 ? Le président directeur général de Harley-Davidson, Jeff Blestein, a donné sa réponse. « On ne sait jamais avec certitude », a-t-il déclaré. Il faut tirer le maximum de profit de chaque décision prise, car on n'a pas la possibilité de jouer sur 2 tableaux. Nous ne sommes pas mécontents de la tournure de notre destin. Voilà les amis, l'histoire du projet Nova de Harley-Davidson. Et ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'installation de moteurs en configuration V4 sur les motos pourront bientôt profiter d'un grand épisode de la série Quelques mots. Un peu de patience. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. La meilleure façon de soutenir mon travail, c'est d'être actif sous la vidéo. Laissez un commentaire, partagez-la avec de bons amis. C'était la chaîne Crossmoto. À bientôt. Au revoir.